Oui, bonjour à tous, vous en face de nous en tout cas. Et du coup là on est là pour échanger ce matin autour des questions de sol et aménagement. Donc c'est une thématique qui est prise en charge notamment par le CEREMA. Et on va bénéficier du témoignage de la ville de Ris-Orangis avec un des élus qui est présent aujourd'hui et que le CEREMA accompagne depuis près de 2 ans sur les questions de justement comment un territoire peut, en connaissance de cause, aménager en prenant en compte les sols. Donc le but, c'est d'avoir une vision un peu qualitative des sols qui complète la vision un peu qui est foncière et exclusivement dans l'aménagement du territoire. Donc moi je me présente, je suis Philippe Branchu, je suis à la fois chercheur et référent eau, sol, nature au CEREMA, la direction territoriale Île-de-France. Et aujourd'hui il y a mon collègue Gilles aussi qui va se présenter. Donc, je suis Gilles Melin, je suis adjoint au maire de la ville de Ris-Orangis depuis 2014 et je suis également élu communautaire de l'agglomération Grand Paris Sud. Ok. Et tu es en charge de quoi Voilà, donc oui, j'ai en charge la transition écologique et la démocratie participative sur notre territoire communal. Ok. Donc ce qu'on va vous présenter là, c'est qu'on a donc l'approche qu'on déroule avec la ville. On l'a essayé de la synthétiser sur un petit diaporama. Donc Gilles, qu'on va présenter, et qu'après ce temps de présentation, ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse des jeux de questions-réponses. Moi j'ai des questions à poser à Gilles, et puis vous aussi, que vous puissiez nous les poser à Gilles et à moi. Hop. Donc pour commencer, effectivement, pourquoi on s'intéresse de plus en plus au sol? Parce que le sol, c'est quand même la ressource qui est complètement méconnue et très peu prise en compte dans toutes les politiques publiques, ou dans la plupart des politiques publiques. Et ce qu'on voit, c'est que le sol, il est arrivé à différents agendas, et notamment politiques, réglementaires avec la loi climat et résilience, et sociétales également avec les associations, avec l'Europe également. Et il y a un mouvement global qui fait que le sol est vraiment arrivé à tous ces agendas, et où les citoyens aussi se préoccupent de la qualité ou de la santé des sols. Donc, sachant que le sol, jusqu'à présent, ce que je disais, est considéré uniquement sur son volet foncier, et ne prend pas en compte le côté ressources ou richesse, au même titre que ce qui peut être fait au niveau de l'eau ou de l'air. Donc ça, c'est un peu illustré sur le petit schéma en bas. C'est essayer d'accompagner un changement de vision ou de paradigme autour de la prise en compte du sol, de la simple prise en compte en 2D, le foncier, à une prise en compte plus qualitative en 3D. Donc c'est ça un peu le contexte, les enjeux nationaux, européens, puisqu'il y a une directive cadre sur les sols qui est en cours d'examen aussi au Parlement. Dans ce cadre-là, en 2021, Gilles est venu nous rencontrer à Trappes, là, sur nos sites, en nous disant nous, on aimerait bien faire un PLUSAN. Ok, c'est intéressant, mais comment on fait? Et du coup, depuis lors, on les accompagne autour de la construction de leur nouveau mode de PLU. Oui, donc la ville de Ris-Orangis, très, très rapidement, donc on est à 25 km au sud de Paris, 850 hectares, donc en bordure de métropole, si on peut dire, puisque très rapidement on est soit dans le périurbain pur, soit dans le monde rural. Et on a la chance d'avoir des terrains qui ont été préservés de l'urbanisation, car la ville était sortie de la ville nouvelle d'Évry à l'époque. Donc on se retrouve avec des terrains dont il nous fallait qualifier la qualité pour peut-être maîtriser notre urbanisation que jusqu'alors on avait développée sur des friches industrielles, et en créant un premier écoquartier. Donc cet écoquartier a un peu contaminé l'ensemble de la ville, à se poser la question de savoir comment on peut maintenant passer de l'écoquartier à l'écopolis. Donc c'est un grand mot,
mais c'était de rentrer dans ce cheminement. Donc sur notre territoire, on a tout qui est bien sûr impacté par un OIN. Hein, donc on a une injonction forte de l'État de construire. Et nous, on n'est pas forcément contre cette construction, mais c'est de savoir s'il n'y avait pas mieux à faire sur l'ensemble des terres qui nous, que nous avions un peu en gestion et qui étaient gérées par l'État ou ses subdivisions. Voilà, donc dès que la Misane a été lancée, on s'est permis de relancer une aventure humaine. Parce que ce que je veux aussi dire, c'est que quelque part, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire que l'ensemble, si on va retrouver le CEREMA, c'est parce que dans d'autres moments, à d'autres époques, on a pris connaissance du CEREMA sur d'autres aspects, principalement autour des jardins familiaux. Et ça a été une façon, comme le disait Philippe, de dire maintenant, il y a le ZAN. Est-ce que nous, on ne peut pas aller assez loin pour faire en sorte que la connaissance de nos sols, la non-artificialisation puisse impacter notre PLU? Et donc, pour répondre un peu, et puis pour accompagner la ville, en fait, ce qu'on a réalisé aussi, c'était de voir un peu comment on pouvait se faire aider financièrement. Et on a participé, on a aidé au montage d'un projet déposé par la ville à l'appel à manifestation d'intérêt cadré par l'ADEME sur l'objectif zéro artificialisation nette. Et ça nous a permis aussi d'associer un bureau d'études sol-paysage à la démarche. Voilà, et donc cette démarche d'élaboration a été effectivement, et je dis pour la ville, c'est comment, grâce à ces deux partenaires, on a une approche technique, scientifique et méthodologique. C'est-à-dire que subitement, la mise en place d'un PLU n'est pas que l'appel d'offres d'un bureau d'études chargé d'aider les villes dans le PLU. C'était de dire avant ça, est-ce qu'on ne peut pas qualifier l'importance du potentiel de nos sols? Et donc on est parti sur cet aspect-là. Donc là vous voyez notre commune, hein, qui est bordée par la Seine au nord et qui est coupée par l'autoroute du Sud et qui possède donc un ancien hippodrome de 80 hectares. Voilà, donc on a des terrains assez singuliers. Et du coup, là, on a accompagné la ville avec un angle de nos collègues de l'aménagement et de l'urbanisme, hein, pour savoir comment on densifie aussi, quels sont les potentiels de densification qui sont présents sur la ville. Et on a associé ça à un volet plus qualitatif d'aller caractériser et mieux connaître les sols qui étaient présents dans les espaces non imperméabilisés. Donc c'est ça un peu, c'est ce diagnostic un peu qui croisait les approches foncières classiques et les approches un peu plus environnementales, qui nous a permis d'identifier des zones sur lesquelles il était important d'aller diagnostiquer la qualité des sols. Donc c'est à la fois cette lecture et cette expérience du CEREMA sur la caractérisation du tissu urbain qui nous a permis d'aller dans le sens où il y avait des zones en jeu. Ces zones en jeu étaient multiples, soit parce qu'il y avait des projets, il y avait des actes, soit parce que effectivement il y avait des envies ou des souhaits de préservation. Donc ces zones en jeu ont été caractérisées par un ensemble soit de fosses pédologiques, soit de sondages à la tarière. Et ceci sur des terrains appartenant à la ville, appartenant à l'État, mais aussi également d'aller, puisqu'on a un tissu urbain de maisons individuelles, d'aller jusque dans les jardins privatifs d'un certain nombre de citoyens, d'habitants volontaires. Et donc on a ainsi caractérisé 40 sols de jardin dans la zone pavillonnaire. Avec un intérêt manifesté par les habitants, en fait, hein, puisque on n'était pas, au départ, on n'était pas très ambitieux par rapport à la possibilité de rentrer dans les pavillons. Et finalement, il y a eu un engouement, un intérêt très fort de part des habitants.
Et ça c'est une chose nouvelle qui était importante, puisque ça va complètement impacter le nouveau PLU. Parce que l'ancien PLU prenait en compte le fait qu'on pouvait densifier sur la zone pavillonnaire. Donc on pouvait manger à chaque rupture de propriété, on pouvait manger le sol allègrement. Donc on s'est aperçu que là, on avait des sols de très bonne qualité. Enfin, je ne vais pas divulgacher sur ce qui vient après. Mais donc, déjà, dans les éléments de notre PLU, il est clair qu'on va prendre en compte cet objet de sols patrimoniaux autour des pavillons anciens, parce que le sol n'a pas été perturbé par les engins, alors que les pavillons plus récents, le sol est complètement détruit et la qualité des interventions n'est pas la même. Et du coup, oui, le côté aussi un peu innovant de la chose et de l'approche, c'est effectivement d'objectiver les choses, hein, que ça soit sur la densification, mais également sur la qualité des sols. Qu'est-ce qu'on appelle la qualité des sols? Et d'avoir une vraie vision stabilisée et reproductible qui puisse être déclinée partout. Voilà, donc on a tout un travail qui a été fait donc, sur la ville. L'action AEMISAN, donc portée par le CEREMA et Sol Paysage, a permis donc d'élaborer une vraie connaissance de nos sols. Et puis, c'est aussi ça l'intérêt du travail, ce que je disais tout à l'heure, de cette acculturation. Le Sol Paysage a de son côté proposé d'aller plus loin. Et donc, on a fait en sorte d'avoir on a maintenant 450 sondages sur la ville qui nous donnent un maillage très, très fin du potentiel, tout au moins de la connaissance du potentiel, soit du degré d'anthropisation, et vérifiant la multifonctionnalité de nos sols. Et ça, c'était important, puisqu'en parallèle, et c'est anecdotique, on était en même temps sur l'Atlas de la biodiversité communale. Donc ça nous permettait également d'intervenir sur cette multifonctionnalité également et de la caractériser. Et ce que vous voyez là, oui, c'est les deux angles d'attaque de ce qu'on appelle la qualité des sols. C'est est-ce que les sols sont naturels ou anthropisés? Et la surprise, c'est qu'en milieu urbain, on retrouve beaucoup de sols naturels encore qui ont été emprisonnés dans la phase d'urbanisation. Donc là, vous voyez beaucoup de vert, hein, sur ces cartes-là. Et le vert, c'est soit les sols naturels à gauche, soit les sols très multifonctionnels, donc qui peuvent rendre beaucoup de services à droite. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir. C'est que le milieu urbain qui est considéré comme artificialisé ou anthropisé ne l'est pas systématiquement, quoi. Donc ça, c'est des exemples aussi, c'est les fonctions qu'on caractérise et qui permettent, quand on les additionne, d'avoir l'indicateur de multifonctionnalité. Oui, c'est ça qui est important, parce que effectivement, pour la plupart de mes collègues, jusqu'à présent, le sol, c'est un support. C'est un support à des bâtiments, et c'est comme ça qu'il est valorisé. Donc la question qui se posait, c'était de se dire, est-ce qu'on peut trouver d'autres services que les sols peuvent rendre, ou en fonction de leur capacité. Et donc c'est important de noter le potentiel agronomique, parce que demain il faudra manger. Donc est-ce que la ville peut en partie être une ville sur un ensemble nourricier? C'est une ville où il doit faire à peu près bon vivre, ou est-ce qu'il y a d'habitat pour la biodiversité? Comment on a les eaux d'infiltration, et comment on stocke du carbone pour participer à notre échelle au non-réchauffement climatique augmenté? Oui, puis on peut aller plus loin, effectivement, quand on parle de rafraîchissement urbain actuellement. En fait, on met en avant la végétation, mais la végétation, l'eau qu'elle évapotranspire, elle est stockée dans le sol. Donc le sol, il a aussi un rôle crucial dans tout un tas de services rendus par la nature en ville. Donc là, c'est le résultat final, en fait, qu'on a présenté à la ville pour qu'elle puisse aussi s'en saisir pour orienter et rédiger sa révision du PLU. Et du coup, on ne voit pas grand-chose, mais désolé. Oui, mais si je peux me permettre, c'est ça l'intérêt. C'est que effectivement, ici, vous avez la séquence hippodrome qui a été arrêtée. Vous avez ici une séquence meulière
qui était une zone d'extraction de meulière qui était comblée par plein de choses, mais qui présente en fin de compte des intérêts. Et puis vous avez tout cet aspect-là qui sont sur des terrains patrimoniaux. Et ce qui est important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette étude-là, avant-hier, mardi, ici, il y avait une ZAC de 600 logements de prévus. Et ben, depuis 2010, et ben, cette ZAC-là va sûrement ne pas exister ou sera réduite à 200 logements sur des terrains au sein de cette zone-là qui sont déjà plus abîmés. Et c'est parce que, effectivement, ici, on a affaire à des sols patrimoniaux qui n'ont pas bougé depuis, qui étaient des sols agricoles. Il y a encore en 2000, il y avait du blé et du colza. Mais voilà, donc c'est comment... là, vous pensez bien qu'il y a Grand Paris Aménagement qui est propriétaire des terrains. Donc vous voyez la puissance que ça représente avec l'agglomération qui doit créer 2000 logements par an. Dire non à 400 logements, c'est un vrai challenge. Donc voilà, ça c'est des zones, on appelle ça le poumon vert. Est-ce que c'est l'estomac gris? Est-ce que je ne sais pas comment on va... ou l'estomac brun. Donc voilà, là c'est toute une zone qui va faire l'objet, grâce au travail qui a été fait, de sacralisation de ces sols-là et de leur valorisation par rapport aux services et aux bénéfices que ces sols-là peuvent rendre. Et du coup, effectivement, il y a un gros travail qui a été fait en parallèle de ce qu'on avait appelé l'acculturation, mais également d'animer, de dialoguer avec les différents acteurs du territoire, en commençant par les élus, les services techniques et les différents acteurs et les habitants. Et du coup, ça fait l'objet d'animations, d'ateliers, de participatif, de sensibilisation, de partage en fait des enjeux au sein de la ville entre tous ces acteurs. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet de cette action. La première c'était technique, comme je disais, méthodologique et d'acculturation scientifique pour une partie des gens, principalement les services et les élus, parce qu'il faut apprendre bon voilà, tout le monde n'est pas tombé dans la fosse pédologique petit, donc c'était important qu'on fasse ça et qu'on discute et qu'on rencontre les habitants, parce que c'est en amont du PLU. Donc il va falloir que le PLU soit accepté. Et le PLU va être accepté forcément par les habitants, puisqu'il est opposable quelquefois. Donc forcément, il y a besoin d'acculturer les gens, de mettre des séances pédagogiques et pour les enfants et pour les grandes personnes, et de participer à différentes animations. Et on voit l'importance, l'intérêt que subitement les gens ont pour conserver le sol. C'était une notion qui n'était peut-être pas maîtrisée par les élus, mais on voit bien que là, il y a un attachement fort qui passe par les jardins familiaux, par des jardins environnementaux d'ouverture, par un groupe sol, par des expérimentations avec le CEREMA sur la vivacité des sols en mettant des slips de coton bio. Voilà, ça me fait rire tout le monde. C'est pas le CEREMA qui met des slips en coton bio, on enterre des slips et on regarde comment ils se dégradent. Voilà. Et du coup, en fait, la question, c'est ce qu'il y avait derrière cette diapo-là, c'est est-ce que cette connaissance a un impact direct, tu l'as déjà dit, par rapport à la ZAC, mais comment ça se concrétise? Est-ce que c'est de la connaissance qui fait plaisir, ou c'est vraiment une connaissance action, quoi? Alors, se targuer d'avoir fait une expérimentation, d'être les plus beaux parce qu'on a ouvert notre territoire à un organisme de recherche, ça a de l'importance pour ramener de l'expertise et du savoir auprès d'une population qui est une population de banlieue. Voilà, donc on ramène subitement le fait d'être un terrain d'expérimentation fait venir de l'intelligence au sein du dispositif, et c'est pas négligeable. Ce qui est important par contre, c'est effectivement de comment, à partir
de ce qu'on a trouvé, comment on va décliner ça au niveau du PLU. Et il est d'ores et déjà acté que au sein de notre PLU, donc il y aura peut-être plusieurs OAP, mais il y en aura au moins une qui sera biodiversité et sol. Donc ça veut dire qu'elle sera générale à l'ensemble du territoire et non pas que sectorielle. Elle touchera forcément les secteurs pavillonnaires, mais elle sera également portée au niveau d'autres espaces comme j'ai pu vous le montrer. Et tout ce savoir-là va être mis dans le cahier des charges des gens qui vont nous aider à réaliser le PLU. Et c'est plus fin. C'est à la fois tenant et aboutissant, puisque sur certaines zones, on a demandé au CEREMA que le CEREMA nous aide à avancer sur cette déclinaison, de savoir de comment finement on peut mailler cette envie d'avoir un PLU ZAN ou une connaissance pour que notre PLU soit un PLU, j'allais dire un PLU pleine terre. De plein pied dans la terre, ouais. Donc voilà, c'est ce que dit Gilles là, hein, c'est que, et puis la volonté de la ville, c'est que l'expérimentation fasse tache d'huile. Donc au niveau du projet d'aménagement, c'est l'exemple de la ZAC dont Gilles parlait tout à l'heure, qui a été complètement révisité au regard de la qualité des sols et de la biodiversité, et également au niveau de l'agglo, de permettre de donner des bases pour que l'agglomération se saisisse aussi de ces questions-là. Oui, parce que effectivement, le PLU, il est ce qu'il est. Au-dessus, il y a un SCOT, et au-dessus du SCOT, il y a le SRIF-E. Le SRIF-E, c'est le schéma de la région Île-de-France. Et il est clair que sur un certain nombre de territoires qui apparaissent en vert tout à l'heure sur la carte, il y a des grosses étoiles où on nous dit là-dessus, parce qu'il y a une gare, il faudra urbaniser. Donc il est clair que, il nous faut que notre PLU soit vertueux par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et donnés, et qu'il soit le plus démonstratif possible en disant c'est possible, on l'a fait. 2, comment à partir de ce PLU, on va, puisque le maire est aussi vice-président de l'agglomération et c'est lui qui est en charge du SCOT, comment sur les 23 communes de notre agglomération Grand Paris Sud, qui a encore 5000 hectares de terres agricoles, 5000 hectares de forêt et autant d'urbanisation, comment à partir de là, on est capable de faire de prendre ce qu'on a trouvé, à la fois en méthode et en savoir, pour les décliner au niveau de ce surface de territoire qui, bien entendu, est forcément très simple, puisqu'il est à cheval sur l'Essonne et sur la Seine-et-Marne. Bon, voilà, donc c'est tellement plus sympa quand c'est difficile. Voilà, donc c'est important. Voilà, vous pensez bien que la zéro artificialisation nette sur la Seine-et-Marne, où il y a encore 2500 hectares de terrain privé agricole, avec la FNSEA qui est juste derrière, il va y avoir un peu de lobbying à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a, cette contamination positive qu'on essaie d'entraîner de façon à ce que, effectivement, le CEREMA et Sol Paysage soient en reporting sur notre agglomération. Donc on est un peu bavard du coup, mais on voulait laisser un peu de temps aux questions, hein, s'il y a des questions, autrement on pourra continuer à discuter. Mais est-ce que ça appelle des questions d'autre part, de compréhension ou d'autres choses, quoi? Bonjour, merci. Margot Vout, Institut de la transition foncière. Merci pour cette présentation et pour l'action de Rissorangis dont on entend parler souvent. Donc merci d'ouvrir la voie. Je me demandais si le CEREMA avait eu depuis d'autres sollicitations pour faire des démarches semblables aussi ambitieuses. De ce type-là, non. Hein, c'était des questions du coup de la générosité aussi de l'approche, parce que là, ça nécessite un effort d'acculturation et un portage politique et technique de part de la collectivité qui est très fort. Hein, c'est comme ça que c'est venu.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plus à l'échelle des territoires, à l'échelle des SCOT ou des échelles un peu plus départementales ou régionales, avec des méthodes qu'on a développées, comme la méthode MUSE, qui s'intéresse à cartographier la multifonctionnalité des sols dans ces territoires-là. Mais là, et dans les autres territoires, il y a des questions, mais c'est pas effectivement, il y a des volontés d'aller de l'avant. Mais là, la volonté était très forte et ils sont allés vraiment très loin, quoi. Et du coup, la question, c'est que c'est effectivement, ça donne peut-être envie, mais le curseur, je pense qu'on pourra le ramener vers quelque chose de moins. On devra en tout cas le ramener vers quelque chose de moins ambitieux pour que ça attire le plus de collectivités, quoi. Mais effectivement, on continue à y travailler, puis à faire aussi ce jeu de changement d'échelle, hein, depuis les SCOT, les PLU et aussi le projet d'aménagement. Comment on est capable de transférer toute cette façon de penser nouvellement l'aménagement à ces échelles-là, quoi. Et ça, c'est un peu les challenges qu'on essaye d'aborder maintenant. Et aussi d'introduire ça en prenant en compte ce qu'on appelait la pleine terre dans les documents d'urbanisme et essayer de faire du lien entre la pleine terre, en gardant un terme qui était déjà présent dans les documents d'urbanisme, mais en lui donnant plus de sens qu'il n'en avait jusqu'à présent, et en essayant de faire le lien avec la qualité des sols en place, quoi. Non, mais on est juste dans les temps en plus, non? Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez aller sur le stand du CEREMA pour recueillir de l'information. Il y a des plaquettes aussi thématiques sur les différents thèmes, nature en ville et autre chose. Et ce que vous avez vu tout au long de la présentation, vous avez vu des vignettes dessinées, de bandes dessinées. Donc, il y a une bande dessinée sur les super pouvoirs du sol, d'où étaient extraites ces éléments-là. Donc il y en avait sur le stand du CEREMA, mais en tout cas, ils sont disponibles aussi sous format numérique sur le site internet du CEREMA. Oui, juste peut-être pour finir et remercier les gens qui nous ont aidés, c'est que également Sol Paysage, qui n'est pas là ce matin, lui a travaillé sur une méthodologie pour aller plus loin et d'essayer de définir au 1/10 millième une cartographie des sols urbains. Voilà, donc parce qu'actuellement on est sur des mailles beaucoup plus larges, que ce soit dans les dispositifs, c'est d'essayer de mettre en place, donc d'où les 450 sondages. Il est clair que ces 400, on aurait pu s'arrêter avant. On est allé à cette somme-là parce que effectivement Sol Paysage mettait en place une méthodologie de cartographie fine qui doit nous permettre d'aider les gens à mieux définir les potentiels de départ. Parce qu'effectivement, il faudra toujours aller voir de près et d'avoir ce contact sensoriel avec la terre. Et hier, il y avait... l'INRAE a été porteuse d'un travail d'expertise important sur la connaissance des sols. Je pense que ce retour au sol, parce que tout le monde dit le droit du sol, hein. Il y en a même qui en font un argument d'élimination. Ça semble important que, pour être à la fois jardinier et président de l'association des jardins familiaux de Rissorangis, cet attachement au sol, d'où qu'on vienne, est quand même une des valeurs fondamentales qui nous pousse à savoir un peu sur quoi on monte. Au niveau des politiques, il est clair que la valorisation du sol en tant que capacité à fournir des services et des bénéfices doit être intégrée à l'opération ZAN. Et là, il y a du travail encore à faire au niveau politique pour qu'effectivement on maîtrise bien ces éléments-là comme étant des facteurs de limitation d'une urbanisation folle. Vous voyez qu'il y a des élus qui sont assez engagés sur ces sujets-là, mais alors effectivement, il faut les trouver. Il faut être capable aussi de les accompagner autour des questions qui peuvent paraître un peu folles au départ, mais qui finalement se concrétisent dans la vision territoriale et l'aménagement.
on a fini. Merci.